ça peut bloquer pendant des heures. Et puis, on avance tout d'un coup. Là-bas devant, le premier de la file a dû trouver son coin de plage. Ceux qui vont à la plage passent par ici. C'est la route nationale numéro 11, qui va jusqu'à Cherchell, Tipaza, la plage bleue. Tout le monde passe par là parce que c'est la route du littoral. Elle va d'Alger à Cherchell. L'autoroute n'est pas encore en service. Dans cet incessant cortège de baigneurs qui défilent sur l'asphalte, bien peu connaissent un étonnant chemin de traverse. Soyez les bienvenus. Marhaba. La route mène tout droit chez Mustapha. Une petite plage privée sous une pinède. Il faut la mettre là. La grille ne s'ouvre que pour les habitués et les familles. Ça va. Soyez la bienvenue. En Algérie, la sécurité et la tranquillité sont des privilèges. Attention. Pourtant, ce n'est ni un endroit à la mode, ni un repère jet-set, juste un coin tranquille pour piquer une tête. Tout commence sur le parking. Ici, on ne ferme pas sa voiture à clé. Certaines familles dépensent sans hésiter près de 10 € pour passer la journée. Une sacrée somme pour s'offrir ce qu'elles ne trouvent plus ailleurs. On ne fait pas de publicité. C'est de bouche à oreille qu'on reçoit des gens de partout. D'ailleurs, la plupart des familles qui sont là aujourd'hui, elles sont d'Alger. Il y a 2 heures de route pour venir ici, mais quand on vient ici, je suis sûr qu'ils repartent satisfaits. Le week-end, il faut compter 5 ou 6 heures aller-retour depuis la capitale. Les embouteillages sont chaque année plus denses. Pourtant, les habitués sont toujours au rendez-vous. On vient de Blida rester quelques jours pour venir un peu se soulager du stress de l'année ici. Ailleurs, il y a trop de monde. Trop de monde. On aurait bien aimé qu'il y ait 3-4 coins comme celui-là, mais malheureusement, il n'y en a qu'un seul, oui. C'est un endroit qu'on conseillerait rien qu'à une sphère d'amis bien réduite, bien restreinte, pour qu'on ne soit pas dérangé pour autant. Pour essayer de sauvegarder cette tranquillité le plus longtemps possible, sans vouloir offenser certains. Un secret bien gardé. Le lieu est un peu plus qu'une plage privée. Presque une grande famille autour de son patriarche. Mon frère, ne joue pas au ballon ici. Va là-bas, s'il te plaît, merci. Tu m'écoutes. Tu vas tourner plus loin. Tu viens pas ici tout près. Moi, je suis débordé. Soyez les bienvenus. Vous allez tout droit, vous vous mettez là-bas. Tout droit. Oui, mon frère. On peut entrer? Non, je suis désolé. C'est un endroit pour les familles seulement. Si vous venez en famille, vous serez les bienvenus. J'ai refoulé parce que... Pourquoi? Je les ai refoulés parce que c'est des gens que je ne connais pas. Ils viennent de la ville de Chlef, à 200 km. Et puis en même temps, c'est des jeunes. Ils ne sont pas accompagnés par eux. Oui, mon frère, j'écoute. Mustapha est chez lui. Il a édicté ses propres règles. Les jeunes hommes non accompagnés trouvent porte close. À tour de rôle, des gardiens surveillent la plage. L'endroit est très convoité par la route et par les rochers. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de rentrer, mais on les en empêche.
Les familles sont au calme ici. Si tu laisses ces gars rentrer, il y aura des vols, des problèmes. Le règlement, mais surtout la sélection à l'entrée, c'est un bol d'oxygène pour les femmes et les jeunes filles. Une plage tout à fait normale, avec des filles, des garçons, relax. Mais ça, en Algérie, ce n'est pas banal. Dans les autres plages, il y a beaucoup de garçons. Voilà, ils nous agressent. Voilà, avec, il y a le regard, les paroles. Ils restent assis et dès que tu vas nager, ils rappliquent tous autour de toi et te collent. Voilà. On dirait que je sais pas quoi. Voilà, ici au moins t'es plus tranquille. Genre il n'y a personne qui s'approche. Genre ça va, on se sent plus en sécurité et tout. En plus on se connaît, alors il n'y a pas de problème ici. Du coup, les filles se chauffent au soleil comme elles l'entendent. Sur les autres plages du pays, porter un bikini est devenu impossible. Non, ça ne nous gêne pas de voir des personnes en maillot ou en deux pièces. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas de voir des gens, chacun. Moi, je pratique mon islam et je ne me mets pas en maillot. Et les autres... Chacun est libre. Chacun est libre de vivre à sa manière. Chacun est libre de vivre à sa manière. Voilà. À quelques kilomètres, c'est un autre monde. Ici, le règlement, ce sont les gendarmes qui le font appliquer. À quelques mètres de l'arrivée, ça soulage la circulation. La plage publique remporte un franc succès. C'est comme ça tout l'été. Les foules sont même plus nombreuses chaque année. Il n'y a pas assez de plages surveillées et relativement propres dans le pays, alors on se tasse aux mêmes adresses. Les femmes ne s'interrogent pas sur le choix du maillot. Sur le sable, Amine tient une concession de parasol. Les premiers rangs sont réservés aux familles. C'est l'heure du couscous. Voilà, les jeunes, on les installe derrière. Jeunes en Algérie, ça veut dire hommes célibataires. On les place d'office à l'écart. Trop de femmes se plaignent de leurs regards insistants. Il y a bien quelques altercations, mais le plus délicat dans le travail d'Amine, c'est encore de trouver de la place entre deux parasols. On va se mettre là. Elle te plaît notre plage? Elle est superbe. Il y a des familles. Les Algériens, c'est pas des gens faciles. Il y en a qui sont plus souples, qui comprennent. Ici, il y en a qui font les fortes têtes. Mais bon, nous, on essaie d'être bien avec tout le monde. Dans cette foule immense, les seuls à trouver leur compte avec les loueurs de parasols, ce sont les vendeurs de thé et les pickpockets. Malgré la surveillance, les baigneurs doivent toujours garder un œil sur leurs affaires. C'est sûr, ici, on doit rêver à un peu plus de calme. Je suis en train de nettoyer la plage et puis en même temps, je suis en train de tailler la pierre pour que je puisse construire avec.
Mustapha perpétue les gestes d'autrefois pour bâtir son projet. La petite plage est une ancienne carrière romaine où baignent encore des commandes inachevées. Il a hérité de ce bout de terrain pour le transformer en petite étape touristique. Un rêve longuement mûri en traversant les mers du monde. J'ai fait mes études dans une académie navale. J'ai fait la mer Noire, la Baltique, la Caspienne, la mer d'Azov, la mer de... Pas mal de... J'étais navigant. Et une fois avoir pris ma retraite, j'ai toujours aimé investir, travailler dans le tourisme. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Toutes mes économies sont là. Mais les banques ne nous ont pas subventionnés, ne nous ont pas aidés. Son chantier a démarré il y a 20 ans. Mustapha avait creusé seul son puits dans la roche pour trouver de l'eau douce. 20 ans à se battre contre la pierre, les menaces des islamistes et l'administration parfois. Avec ses enfants, Mustapha veut juste ouvrir quelques chambres et une auberge. Pas grand-chose, mais c'est un travail d'Hercule. Vous voulez la vérité, on n'encourage pas les gens à faire ça. On ne les encourage pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Ils veulent investir dans la viticulture, il y a des gens qui veulent investir dans la pisciculture, le tourisme. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir. Mais seulement, il faut les encourager. Pas de tourisme, pas de camping, pas de sécurité sur le littoral algérien. Vers l'ouest, sur les 120 km de littoral jusqu'à la prochaine grande ville, il n'y a pas un seul hôtel. Et parfois, tout tient à un petit détail. J'attends toujours. Sans électricité, je ne peux rien faire. Je ne peux ni vendre des boissons fraîches, ni stocker l'alimentation, je ne peux rien faire. Cela fait 6 années que le transformateur ne fonctionne pas. Et l'ironie du sort, la centrale électrique se trouve à 2 mètres. Il y a une éternité, Mustapha a reçu l'électricité pendant une semaine. Depuis, il attend le dépannage de la ligne. Votre correspondant ne répond pas. Veuillez réessayer. Pour faire tourner la boutique, il loue le parking et le barbecue. Des bricoles. Son étape touristique avec chambre et restaurant est encore loin. Ils ne m'ont pas encore programmé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il faut attendre la semaine prochaine. Si j'avais de l'électricité, je pourrais au moins organiser quelque chose. Je pourrais travailler. Je pourrais faire des soirées durant le ramadan. On est à la merci de... Mustapha dit toujours, on attend les jours meilleurs. Pour les clients de la plage, les jours meilleurs, ce sont ceux qu'ils passent ici. J'ai mangé. C'est des tartelettes à la tiktouk. Et ça, c'est la tiktouk. C'est elle qui a préparé ça. Les salades, les grillades et un autre incontournable de l'été, le feu de forêt. On est loin, mais c'est malheureux de voir toute une forêt disparaître du jour au lendemain. C'est malheureux. Dans l'odeur des pins brûlés, la petite plage reste un îlot de fraîcheur. Les familles prennent leurs habitudes.
on les retrouve à la même place sur le rocher. La plage a ses personnages, ses visages familiers. Et tout devient léger. Viens. Viens. Bon, mais reste. Bilal. C'est vrai, tu as le teint brésilien. Ne dis pas non. Le Brésilien, il a le charme. Je sais pas, il est très le teint brun. J'aime pas les blancs. Autrefois, ce vent de légèreté soufflait aussi sur toutes les autres plages du pays. C'est un peu la musique Julio qui nous rappelle les années 70. Il y avait du poisson, il y avait le calme. Les années 70, on pouvait aller dans n'importe quelle plage, on était en paix. On avait la paix. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les plages, premièrement. Il y avait peu de gens qui fréquentaient les plages aussi. Et là, c'est malheureux. On ne voit pas beaucoup de femmes en maillot. Ça, c'est... Il faut choisir des plages pour aller... Surtout en Algérie, hein. C'est affreux. Et là, on se retrouve, on est bien. Grande bleue, je m'en remets à toi. Alors que mon âme se consume, seul je demeure avec ma plume, écrire le livre de nos retrouvailles. Si tu m'annonçais nos fiançailles, ce rêve serait exaucé enfin. Que cette histoire prenne fin, et ne resteront que l'encre et le papier. Le poète, c'est Kamel. Pas vraiment un habitué, plutôt un habitant de la plage. Il aide à la nettoyer tous les matins, avant de rejoindre son rocher. Moi, je n'ai rien. Je suis comme un grain de sable sur cette plage du Veau-Marin. J'aime la mer. Je vis toujours ici. Je ramasse des coquillages et je confectionne des roses de mer. Parfois, on s'y intéresse. On vient m'en acheter une. Sinon, je rends service. On me connaît ici. On me demande de régler un parasol ou un coup de main. Et si quelqu'un marche sur des oursins, je suis spécialiste. Elle est stérile. J'enlève les épines, comme ça, on est tranquille. Et c'est gratuit. T'as vu le petit? Oui, je l'ai vu. Ah, c'est lui qui joue là-bas. La journée avait bien démarré. Kamel avait improvisé un poème sur les rochers. Et puis, la nouvelle. Comme un coup de massue sur les épaules de Mustapha. La compagnie d'électricité lui demande maintenant de régler 15 000 € d'amende pour des factures impayées. En arrivant, j'ai trouvé une lettre d'un huissier de justice me signifiant que je dois payer. Malgré que le courant n'existe pas, malgré que le compteur est à l'arrêt, malgré que... et je dois payer. Voilà. Regardez. Je dois me présenter au tribunal le 27 septembre pour une audience. Et ça, c'est la lettre de l'huissier de justice. Voilà.
La petite plage en a vu d'autres. Soyez les bienvenus. Madame, soyez les bienvenus. Plutôt tranquille, Mustapha. Il attend les jours meilleurs. Sans électricité, sa plage possède ce que tout le monde recherche au bord de la Méditerranée. Un coin de soleil, de plaisir et la paix. Ils n'en ont jamais assez. Ah, ça c'est sûr. 3 mois à la plage et ils n'en ont pas assez. Un jour, des groupes de touristes viendront faire une excursion dans le passé. Sous les derniers remparts phéniciens, en tête-à-tête avec des anges de pierre, des déesses abandonnées. Dans son décor de carte postale, Arwad est une île, la seule île de la côte syrienne. L'histoire maritime du pays s'est écrite à Arwad. Elle s'est poursuivie au long des siècles. Sur le continent, tous les matins, on charge les bateaux. Là-bas, en mer, il n'y a même pas la place pour un potager. Les habitués font l'aller-retour. Et depuis quelques années, des jeunes couples grimpent sur le pont. C'est notre lune de miel. On a décidé de venir sur l'île d'Arwad. Vous la voyez là-bas? On ne sait pas combien de jours on va rester. Une cinquantaine de navettes ravitaillent quotidiennement le Caillou. Oui, le Caillou. Arwad mesure 800 mètres de long sur 500 de large. Minutes de mer avant d'entrer dans un petit port convoité pendant des siècles. Les défenses qui ceinturaient l'île se sont presque toutes écroulées. Arwad est en paix depuis bien longtemps. Pas de voiture, un petit air de villégiature grecque. Un coin de Méditerranée fréquenté par des Syriens seulement. Pour ceux qui découvrent l'île, le circuit tourne court. Le souk, comme on l'a généreusement baptisé, aligne une dizaine de boutiques de souvenirs. Les colliers ne viennent pas d'Extrême-Orient, made in Arwad. Les visiteurs, on les voit un peu. Ils viennent au printemps et en été. On est connu pour notre histoire avec la mer. Encore aujourd'hui, la plupart des jeunes d'Arwad travaillent en mer. C'est ce que je fais moi aussi. Ces coquillages, je vais les chercher au fond de l'eau. Un souvenir dans le sac, 3 ou 4 clichés, un thé en terrasse pour goûter le calme. Les visiteurs gagnent ensuite le cœur de l'île par les étroites ruelles. Le romantisme d'une lune de miel passe par la visite du château. Oui, un véritable château fort. L'histoire a à peine retenu que c'est à Arwad que se sont terminés plus de 2 siècles de croisades.
Les derniers chevaliers s'étaient repliés sur l'île quelques années, face à l'Orient, en rêvant à d'illusoires reconquêtes. En 1302, ils ont mis les voiles, définitivement. Les jeunes mariés auront du mal à rester quelques nuits à Road, il n'y a pas d'hôtel. Les visiteurs passent 2 ou 3 heures et repartent. Personne ne le retient vraiment. La petite île compte déjà 7000 habitants. Ça se voit en levant la tête dans le fouillis des câbles électriques. Des câbles comme les branches souples d'un arbre généalogique. Arwad est une grande famille. La maison de Brahim Balawan, c'est par là. Brahim est charpentier. Une affaire de famille qui remonte à l'Antiquité. Dans sa lignée, on n'a pas souvenir qu'un ancêtre ait pu faire autre chose. Sur cette île, les hommes construisent leurs bateaux, seuls. Un homme, un bateau. Brahim, lui, fait encore plus fort. J'ai 3 bateaux à faire en ce moment. En voilà un, et les 2 autres sont là-bas. C'est comme ça toute l'année. Avant de commencer le matin, je fais le point sur ce qui doit être avancé et pour quel bateau. Je me fais mon programme. Celui-là, j'en suis aux finitions de la coque. Pour faire un bateau, tout d'abord, choisir les essences de bois du côté d'Alep, la bonne saison des coupes et le temps de séchage. Ensuite, Brahim demande un délai de 6 mois pour fabriquer seul un bateau de 15 ou 20 mètres, du sur-mesure. Regarde, une chemise, si elle est mal ajustée, un peu de travers, pas bien mise, c'est pas beau. Il faut savoir la porter pour qu'elle ait de l'allure. Le bateau, c'est pareil. C'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'est pas sensible à l'esthétique, d'abord. Ce métier, c'est de la précision et du raffinement. Brahim travaille à l'ouest de la petite île. Les coques de navires s'élèvent aux 4 points cardinaux. Arwad est le plus grand chantier de bateaux de bois sur toute la côte syrienne. Un chantier artisanal encombré d'habitations ou l'inverse. La plupart des bateaux qui naviguent dans la région ont été construits ici. Des commandes arrivent tous les jours de toute la Syrie et même de l'étranger. Pendant le travail, les artisans d'Arwad gagnent un temps précieux. Personne ne pose ses outils pour lire un plan. Ma tête fonctionne comme un disque dur pour parler comme aujourd'hui. Nous, on a tout dans notre ordinateur personnel. Par exemple, tu m'apportes un modèle de bateau qui vient de l'étranger, d'Europe, n'importe où. Tu me donnes juste une photo, tu vas me dire, c'est possible de le faire? Bien sûr que c'est possible. Dès que je vois l'image et que tu me donnes les dimensions, je te le fais en bois, ton bateau. Un peu plus loin, mais rien n'est jamais loin à Arwad. Des rochers ont été cimentés.
Comme les villes de la côte, la petite île a sa corniche. Les charpentiers travaillent jusqu'au soir, les autres hommes sont en mer. C'est la promenade des femmes et le match des jeunes. Le pied sur le ballon, en attendant leurs 18 ans, l'âge légal, pour partir en mer. La mer les emportera et les ramènera de temps en temps sur l'île. Walid, derrière sa carriole, en sait quelque chose. Quand arrivent les beaux jours, je suis vendeur ambulant. Je fais ça pendant 6 mois. Avec l'hiver, je pars travailler sur les bateaux de commerce à l'étranger. Je suis chef cuisinier. Lorsque je rentre, je reprends mon boulot ici en vendant toutes sortes de choses. Je vends des fèves, du maïs, des petits trucs à grignoter. Un épi de maïs, des fruits secs. C'est la première invitation au voyage dans une île sans arbres. L'île aux enfants, c'est l'autre nom d'Arwad, grande comme un terrain de jeu, et l'avenir, gravé dans la pierre des murailles. Les garçons seront charpentiers ou marins. On ne choisit pas de naviguer ou de fabriquer. On vit à Arwad, au milieu du chantier, au milieu de la mer, baigné par des histoires et les souvenirs de tous ceux qui naviguent et ceux qui ne repartiront plus. Après une vie passée à construire des bateaux pour les autres, Smaïn a pris la mer. Je me suis mise à naviguer à 62 ans. 62 ans, tu te rends compte? Tiens, mets-toi par là plutôt pour filmer. Moi, je travaillais ici et je construisais des bateaux. C'était ma passion. J'ai fabriqué ce voilier traditionnel parce que beaucoup de gens à Arwad avaient oublié cette façon de faire. C'était pour montrer autre chose. Je suis heureux maintenant de naviguer à l'ancienne. Smaïn a vu son île changer, surtout depuis les 30 dernières années. C'est la tradition ici. On a toujours construit sur les ruines. Comme des strates, une époque écrase l'autre. Les gens d'Arwad ne sont pas les gardiens d'un musée. Mais là tout de même, ça devient un peu inquiétant, tout s'accélère. Les bateaux déchargent tous les jours de nouveaux produits, des tonnes d'emballages dont on ne sait plus quoi faire. On veut consommer, comme les gens d'en face sur la côte. Arwad n'est plus tout à fait la même. L'atmosphère s'est dégradée. Autrefois, c'était mieux. La concentration des habitants commence à peser sur l'île. Il y a de plus en plus de monde, et l'île ne peut pas grandir. La seule solution, c'est de grimper. On empile les étages pour que tout le monde trouve sa place. Maintenant, ce qu'on voit, c'est du béton un peu partout. Une maison qui s'élève brusquement dans le paysage, c'est un signe qui ne trompe pas. Une noce est dans l'air.
L'appartement d'Ali Bessou a été bâti en quelques jours. Il faudra à peine plus de temps pour le finir. Les maisons, c'est comme les traditions. Dans le mariage, avant, la femme ne découvrait son mari que le jour même. Aujourd'hui, tout a changé. La vie est différente. Ce qui reste, c'est que les hommes partent. Ils sont souvent absents quelques mois, un an parfois. Le travail de la mère, c'est l'incertitude. On le sait. Quand on se marie, les deux époux doivent l'assumer. Un mariage ramène les hommes sur l'île. Les permissions sont données par famille. Les frères et les cousins d'Ali Bessou sont rentrés dans la nuit. Les hommes ont pris l'habitude de passer la plupart de leur soirée entre eux. Mais aujourd'hui, personne ne prendra son quart dans les odeurs de gasoil. Voici mon cousin qui est chef ingénieur. Celui-là est marin. Celui-là est ingénieur. L'autre est chef cuisinier. Lui, il est barbier. Lui, il est officier. Et celui-là, capitaine. Et mon père, c'est le responsable des marins et des travaux à bord. Aucune salle n'est assez grande pour faire la fête. Les invités embarquent pour la côte, rejoindre la ville de Tartous, juste en face. Les hommes en cortège, les femmes sont parties bien plus tôt. Les gens d'Arwad ont des parents, un logement et des affaires à Tartous. Dans la ville en plein boom économique, la grande famille a son réseau, certainement le plus efficace, pour contrôler le port et le milieu d'affaires. Depuis son siège aux allures de paquebot, un des fils d'Arwad dirige un immense consortium. Abdulkader Sabra est un des hommes les plus puissants de Syrie. Sa grande fortune est née du commerce maritime. Ces navires ont existé jusqu'en 1960. Ils étaient en bois. Je me souviens de cette période. Je fais partie de la troisième génération. Voici mon grand-père. J'ai commencé ce métier en 1972 et j'ai largement développé l'entreprise familiale. Environ 75 à 90% des propriétaires de bateaux syriens sont originaires de l'île d'Arwad. Ça représente plus de 500 navires. La petite île contrôle l'essentiel de la marine marchande du pays. Et ce n'est pas près de changer, bien au contraire. Les affaires marchent plutôt bien. Abdulkader Sabra a des ambitions pour Arwad. Ses collaborateurs travaillent sur des projets d'aménagement et d'assainissement. Et puis, comme partout ailleurs, inévitablement, nous avons un grand projet pour l'île d'Arwad.
un hôtel de 110 chambres, avec une marina, des activités sportives et des jeux nautiques. Les touristes cherchent généralement le soleil, la chaleur, les plages de sable, la mer. Nous sommes ici sur la Méditerranée, avec des rivages superbes et des montagnes proches. On a tout ça en Syrie, mieux que partout dans le monde. Arwad va bientôt rejoindre le catalogue des sites touristiques de la Méditerranée. Sur la première page du dépliant, ses atouts pour séduire les visiteurs. Sa grande histoire, ses eaux turquoises et l'hospitalité des habitants. Piscine et toboggan sous un soleil généreux. Au bout du port, un terrain est déjà prêt pour accueillir l'hôtel de luxe. Depuis les fenêtres, les clients pourront voir le chantier de Brahim, juste en dessous. Ces bateaux, qui se rapprochent de la mer à vue d'œil, ce sera un peu l'attraction. Il y a des projets touristiques. Ça veut dire que l'île va se développer avec le temps. Ceux qui habitent ici ont seulement besoin d'un bateau pour aller pêcher. Nous avons un bateau. On pêche, on va se promener vers les rochers là-bas. Toute notre vie est dictée par la mer. On a juste besoin d'un petit bateau. Bientôt, des groupes de touristes viendront faire ici une excursion. Pour le moment, les navettes transportent des jeunes mariés avec des projets plein les yeux et des marins en permission. La petite barque s'est posée sur un banc de bonite, à bonne distance. L'air de rien, une otarie observe les deux pêcheurs. Ça, c'est un poisson noir. On ne le vendra pas. La chair est noire et ça ne plaît à personne. Là, à 1 mètre sous la surface, c'est certainement ça, la fameuse magie des Galapagos. Cette complicité unique entre les hommes et les animaux. L'otarie doit savoir que Gabino ne garde jamais ces poissons-là. Allez, donne-lui pour qu'elle l'emporte. La vérité, c'est qu'ici, c'est un paradis, comme je vous dis. C'est un paradis parce que les animaux, tu peux les toucher. Là-bas, sur le continent, tout est trop loin. On ne peut pas faire du tout ce qu'on fait ici. Je suis heureux que ça soit comme ça, les Galapagos. L'adresse du paradis, c'est là, en dessous, au large du continent sud-américain, côté Pacifique. L'archipel volcanique des Galapagos est un des plus célèbres sanctuaires naturels de la planète. Avant l'arrivée de Charles Darwin, qui a fait de l'archipel son fameux laboratoire de l'évolution, les hommes avaient très peu exploré ces terres lointaines. Seuls quelques pirates connaissaient l'adresse. Les animaux ont toujours vécu tranquilles. Et aujourd'hui, ils côtoient les hommes sans aucune crainte. C'est l'image du paradis sur Terre. Le monde entier a entendu parler de ce lieu unique, de cette biodiversité incomparable. Quand l'UNESCO crée la liste des patrimoines de l'humanité en 1978, elle y inscrit les Galapagos en tout premier. Les touristes affluent,
la destination est un must des agences de voyage. On accourt de toute la planète pour voir de près le spectacle d'une nature intacte. Les groupes défilent sur des sentiers balisés, encadrés par des guides. Le décor est magnifique, mais au fil des années, la pression touristique s'est accrue. Les bateaux de croisière, les rotations, le trafic aérien pèsent lourdement. La décision de l'UNESCO est tombée comme un coup près. En 2007, les Galapagos ont été inscrits sur la liste des patrimoines en péril. Pour l'archipel qui veut garder son image paradisiaque, le coup est terrible. Qu'est-ce qui menace un des plus beaux sites de la planète? Nous sommes allés voir ça de plus près. L'archipel s'étend à perte de vue. Des centaines de cailloux et une vingtaine d'îles. Seules 4 d'entre elles sont habitées. Les voyagistes et les autorités tentent d'attirer malgré tout les voyageurs. Les avions débarquent des touristes du monde entier tous les jours. L'an dernier, il en est venu plus de 160 000. Première surprise, ceux qui attendent l'avion pour repartir sont sévèrement contrôlés. Parfois, on trouve emballés dans des valises jusqu'à 20 ou 30 kilos d'ailerons de requin ou de concombres de mer. Grâce à l'efficacité de nos chiens, on a réussi à réduire le trafic illégal d'espèces protégées. Mais la mafia a décidé d'offrir entre 40 et 50 000 $ pour la tête d'un de nos chiens. Tiens, quelle drôle d'arrivée. Première halte, avant d'explorer les îles, la Fondation Darwin. Ici, des scientifiques du monde entier travaillent à la protection de la biodiversité dans l'archipel. Une mine d'informations. Parmi tous les spécialistes, un seul délaisse le règne végétal ou animal. Christophe Grenier, qui étudie les Galapagos depuis plus de 15 ans, a créé le premier département des sciences sociales. Son opinion sur le pays est plutôt surprenante. Quand j'ai dit à des amis que j'allais aux Galapagos pour y vivre, avec ma famille, on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et il n'y a que des animaux, c'est pas possible. Non, je vais y travailler en plus en sciences sociales justement parce qu'il y a une population importante qui est en augmentation, le tourisme, etc., etc. Et donc c'est ça le mythe des Galapagos, c'est de laisser penser, de laisser croire à l'opinion publique mondiale que ces îles sont un sanctuaire animalier. D'après le rapport de l'UNESCO, le tourisme incontrôlé et la pêche illégale massive menacent les Galapagos. Mais il est difficile de faire parler les autorités sur le sujet. Alors, pour savoir ce qu'il en est, nous embarquons sur un bateau de croisière. Nous quittons à peine notre mouillage que la conversation s'anime autour de nous. Dans ces eaux parmi les plus poissonneuses du Pacifique, un chalutier ultramoderne croise notre route. Le règlement interdit de pêcher dans la réserve marine, surtout pour ce type de bateau. L'hélicoptère sert à repérer les bancs de thon. Il précède le chalutier, marque un point précis par GPS et ensuite les pêcheurs n'ont plus qu'à encercler les poissons avec leurs filets. Les braconniers n'utilisent pas seulement l'hélicoptère. Dans leur sillage, des mouchards qui traquent les bancs de poissons. C'est le capitaine de notre bateau qui nous confie cette information. Quand on trouve leurs bouées, on les déconnecte de leur base et on les remet au parc national. Ce qu'on voit aussi, ce sont des palangres, des longues lignes de pêche. Ça, c'est les gens du Costa Rica qui les utilisent pour capturer des requins. On estime que des tonnes de thon, mais aussi 300 000 requins sont pêchés chaque année malgré les interdictions formelles. À terre, nous décidons de rencontrer une association très active dans l'archipel. Une partie des pièces à conviction est ici, dans les locaux d'Alex Cornelissen, le responsable de Sea Shepherd. On a mis la plupart des bouées sur le toit, vous allez voir.
Une véritable collection d'infractions, rapportées du large par les marins du coin. Alex leur rachète ces bouées de transmission très sophistiquées. Celle-ci, elle a été trouvée dans la réserve marine, en train de flotter. Elle a envoyé des informations sur les bancs de thon à l'armateur d'un chalutier. On neutralise ces bouées pour être sûr qu'on ne puisse plus pêcher avec. On nous a dit que chacune vaut à peu près 5 000 $. Et nous, on les rachète 90 $ pièce aux pêcheurs. Là, il y a le GPS. Et là, c'est le système émetteur. Pour chacune de ces bouées, c'est un bateau qui fait des ravages. Avis de gros temps sur l'archipel. Le mythe se dilue doucement. Mais ici, personne ne parle de crépuscule des Galapagos. Au quartier général du parc national, qui gère 97% de l'archipel, on fait tout pour que les Galapagos réintègrent la liste des patrimoines de l'humanité. Mais l'affaire est rude. La réserve couvre 133 000 km². Le chef de la sécurité, Mario Villalta, veut nous montrer que les autorités réagissent. Derrière cette porte, un tout nouveau radar, le plus sophistiqué jamais installé dans une réserve marine. Voici le centre de surveillance satellite. L'accès en est restreint, car on gère ici des informations confidentielles qui appartiennent seulement aux armateurs et qui servent notre mission de contrôle. Sur l'écran, il y a des bateaux de pêche venus du continent. À ces bateaux-là, la réserve marine est interdite. C'est pour cela qu'ils sont sur les bords. On a établi des zones pour différentes activités, des zones pour les activités touristiques, pour les activités scientifiques, pour la pêche. On peut donc identifier les embarcations qui n'exercent pas leur activité au bon endroit. Ce dispositif de surveillance a impressionné l'UNESCO. La commission s'est réunie le 29 juillet 2010 et, contre toute attente, a réintégré les Galapagos dans la prestigieuse liste des patrimoines de l'humanité. C'est une dernière chance qui a été donnée à l'archipel contre l'avis des scientifiques. Ça se passe pas trop mal dans le parc national. Ça se passe déjà beaucoup moins bien dans la réserve marine. Et ça se dégrade à vitesse très rapide dans les centres peuplés de l'archipel. Pour Christophe Grenier, il suffit de visiter Puerto Ayora, la capitale économique de l'archipel, pour comprendre que les Galapagos sont menacés. En peu de temps, la petite bourgade est devenue méconnaissable. L'argent du tourisme et de la pêche se convertit en hôtels, en supérettes et en 4x4. Dans la rue, les moteurs tournent sans arrêt. 260 taxis roulent en file indienne à la recherche d'un client. L'image idyllique des Galapagos s'estompe dans les gaz d'échappement. Les habitants de Puerto Ayora baptisent leur ville, surnomment leur ville El Guayaquil Chico, fait référence à la grande ville portuaire de l'Équateur et qui est une ville commerçante qui est très laide parce que totalement inachevée. Et en fait, ça se traduit bien dans le paysage. On voit constamment des endroits qui sont des bâtiments, des maisons qui ne sont pas achevées. Donc une bonne idée de dynamisme économique, mais de n'importe quoi d'un point de vue urbain. Comme un infatigable détective, Christophe Grenier sillonne les îles, compare les données, les projette et décrypte les nouveaux comportements. Un travail en forme d'avertissement à travers des articles et des conférences. Pourtant, personne ici ne prête attention à ces alertes. Le plus grand danger qui menace les Galapagos, c'est un processus de continentalisation. Ça se manifeste par ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire l'introduction, l'importation de toutes sortes de produits, et ainsi que de migrants, de touristes, de voitures, bref, l'adoption d'un genre de vie continental dans la population insulaire.
Les Galapagos veulent vivre et consommer comme un peu partout dans le monde, sans trop se préoccuper du reste. Les restes, justement, sont triés et recyclés à l'extérieur de la ville. Sur le tapis roulant, le mythe des Galapagos est bien loin. On a terminé l'année 2008 avec 30 tonnes de déchets. En 2009, on avait 45 tonnes. Et déjà, dans les 2 premiers mois de 2010, on a dépassé les 45 tonnes. Chaque fois, ça augmente. La population se développe et les déchets augmentent. Une grande partie des déchets ne finit pas au centre de recyclage. Puerto Ayora a du mal avec ses ordures. Avant, c'était une ancienne décharge, au moins clandestine. Donc ils vont enfouir les déchets et construire par-dessus. On voit là-bas, donc c'est des déchets qui brûlent. Enterrer la décharge pour bâtir un nouveau quartier. La municipalité de Puerto Ayora projette de bétonner ses 70 hectares à la lisière de la ville. Dans les bureaux de l'architecte, Christophe Grenier poursuit son enquête. Le projet est énorme, sans véritable souci écologique. Il agrandira la ville de façon spectaculaire. C'est super dense. Oui, on a 1130 lots. Santa Cruz se développe et elle va s'agrandir. C'est naturel, comme toutes les villes. Elle doit s'agrandir, elle va s'agrandir. J'ai vu récemment une étude de la Fondation Darwin qui dit que si le développement continue à la même vitesse, la population doublera tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est 16 000, on sera 32 000 dans 10 ans. Oui, ça veut dire aussi plus de quartiers. Ça veut dire plus d'habitations, plus de services, plus d'importations de produits, beaucoup de choses. Loin des poubelles qui s'entassent, des moteurs et des générateurs qui ronronnent nuit et jour, les Galapagos gardent un petit air de paradis. L'archipel est un refuge, une arche de Noé volcanique, mélange de cartes postales et de légendes. Une image rassurante qu'on voudrait tous garder intacte. Tout le monde a envie de croire à cette belle histoire du sanctuaire naturel des Galapagos. Tant qu'on se dit que les Galapagos sont à peu près intacts, bon, finalement, ça va pas si mal que ça. En réalité, donc moi, je suis dans la position inverse, c'est de dire attention, parce que justement, aux Galapagos, dans un de ces fameux ou soi-disant sanctuaires animaliers, ça se passe pas si bien que ça. Moi, je suis partisan de détruire ce mythe, parce que c'est la seule façon justement pour qu'on puisse conserver à la fois les Galapagos et éventuellement au-delà. Des Galapagos, nous n'avons pas rapporté de plumes de frégate ou de grains de sable. Chaque voyageur repart avec une image, celle d'un rêve au long cours ou celle du monde tel qu'il est. On va laisser cela ici. Ils ne se vendront pas. Tu vas au marché lundi et tu verras ce qui se passe. Oui, j'ai vu les mêmes là-bas. Najib Bachiri a invité plusieurs paysans à s'installer sur ces terres. Les récoltes et les revenus de cette ferme solidaire sont répartis équitablement entre toutes les familles. Comme une évidence. Nous avons perdu, je ne sais pas, une très grande population
de cette région qui sont partis en France. Et maintenant, il y a la main-d'œuvre qui vient d'autres villes. Mais là, pour vraiment essayer de garder au moins une population ici, c'est le seul moyen vraiment de les garder, de travailler en solidaire. Travail solidaire, ferme biologique, commerce équitable. Le domaine de Najib est celui de l'engagement militant. Sa région, le Rif, garde la réputation d'une terre d'insoumission. Depuis les années 20, plusieurs révoltes contre le pouvoir ont embrasé les montagnes. Le royaume s'est toujours méfié de sa province du Nord-Est. Hassan II avait débuté son règne en réprimant les manifestations de Rifins. Les années 50, le gouvernement a été complètement brutal ici dans les Rifs. Il y avait une coupure entre le Rif et le reste du Maroc. C'était en fait une sorte de punition collective, évidemment menée par le gouvernement marocain à l'époque. Pendant longtemps, le Rif a été oublié, écarté des plans d'investissement et des routes touristiques. Najib Bachiri se bat depuis très longtemps pour que sa région reste à l'abri des décharges sauvages et du bétonnage. Celui qu'un grand magazine a classé comme un des 100 Marocains qui font bouger le pays, lutte tous les jours avec l'association qu'il a créée. Une fidélité à ses racines familiales. Ma grand-mère toujours me disait attention, surtout parce que là, à la ferme, il y avait des lacs, il y avait de l'eau partout. Et elle me disait toujours, surtout, il ne faut pas polluer l'eau, parce que vous n'êtes pas le seul qui utilise cette eau. Il y a d'autres êtres humains. Et ce qui est amusant, il me disait surtout, il ne faut pas nager à 4 heures le soir, parce qu'il y a d'autres individus dans l'eau qui veulent vraiment profiter de ce temps-là. Alors il ne faut pas nager. Il y a d'autres espèces qui en fait partagent avec nous cet environnement. Alors j'ai appris peut-être ça de ma grand-mère. Parmi les lieux oubliés du Rif, Najib s'intéresse à une étonnante petite mer. Marchika, la plus grande lagune au sud de la Méditerranée. 112 km² d'une eau tranquille, bordée par des pâturages. Les familles sont rares sur le mince ruban de sable qui sépare les deux mers. Quelques moutons, beaucoup d'escargots. Mais la vie est ailleurs. Elle grouille au fond des eaux peu profondes. 400 barques ballottent sur la petite mer et retirent tous les jours des provisions de petites crevettes, les langoustinos. Une pêche familiale que ce seul mot résume et qui résonne d'une rive à l'autre de Marchika. Agostino. Sur les eaux tranquilles, quelques éclaboussures parfois que le silence étouffe, aussitôt. La santé d'une lagune se lit dans le ciel, en comptant régulièrement les oiseaux. Barek, l'ornithologue, accompagne Najib sur les dunes 2 fois par an. Des canards colverts qui restent, qui n'ont pas migré. Canards marocains, alors ils vont rester ici. Là. Marchika est un perchoir pour des milliers d'oiseaux qui vont et viennent au-dessus de la Méditerranée. Najib et Mbarek dénombrent moins de flamants roses. C'est flagrant. Les oiseaux partagent les crevettes de la lagune avec les hommes. Et pour les pêcheurs aussi, le butin est plus maigre. Vous prenez du poisson? Il n'y en a pas comme avant, non? Non, il y en a moins. Ah, il y en a moins. Et pourquoi il y en a moins? Pourquoi?
Il n'y a aucune organisation sur la mer, pas de règles de pêche. Le grand nombre de barques, la taille des filets, tout le monde a son avis pour expliquer que la pêche de toute une nuit tient dans un seau. Pour Najib Mbarek, c'est la saleté de la lagune qui pose problème. Et ça, c'est particulièrement préoccupant. Tes biens et les biens des autres ici viennent de la mer. Il faut la sauvegarder. Qu'est-ce que je peux te dire? Ici, on ne possède qu'une chose, c'est cette mer. Le malheur de cette lagune vient évidemment de la ville de Nador, dont la population dépasse les 150 000 habitants. Et vous imaginez, chaque personne jette tout le plastique, les bouteilles, les eaux usées, ils sont vraiment jetés directement sur la lagune. Nador, c'est la grande ville d'en face. Le petit port d'autrefois s'est transformé en une immense cité. Une ville aux airs de station balnéaire, les pieds dans l'eau. C'est juste une impression. On vient à Nador pour travailler. La plupart des habitants d'origine ont émigré en Europe. Une nouvelle population est venue de l'arrière-pays trouver un petit boulot. Pour découvrir un angle de vue sur la lagune et sur la ville, le bureau de Mohamed Awassar est un véritable observatoire. Ce jeune journaliste a lancé El Rifi, la gazette de Nador qu'il rédige entièrement seul. Une édition sur la toile et une sortie bimensuelle dans tous les kiosques relatent toutes les informations locales. Il y a toujours des problèmes en ce qui concerne Marchika. Mais il y a quand même des gens qui s'en préoccupent, qui sont attachés. Et moi, ça me motive pour trouver des informations. Tout ce qui peut faire évoluer la situation. C'est nouveau. Des habitants se réunissent à Nador pour faire bouger les choses. Des fonctionnaires, des cadres, que Mohamed rencontre pour la première fois. Si on pouvait se lever le matin sans avoir ces odeurs désagréables, ce serait déjà une victoire. Chaque Marocain produit 700 grammes. Oui, 700 grammes de déchets par jour. Alors que pour Nador, ça dépasse le kilo par jour, et pas personne. Et pendant l'été, ça double. Oui, exactement, parce qu'il y a les vacanciers en plus. La moyenne, c'est plus que la moyenne nationale. C'est plus que la moyenne nationale. Il n'y a pas si longtemps, le vendeur de lait venait et on allait chercher son lait avec son propre récipient. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sachets plastiques quand on achète du lait. Un pour l'emballage, un pour le transporter, un autre pour ne pas percer le premier. Pour 1 litre de lait, il y a 1 kilo de plastique. Alors ça se fait pas. À Nador, l'argent ne manque pas pour les investissements immobiliers et le commerce. La ville est dopée par une économie informelle qui repose sur 2 frontières. L'enclave espagnole de Melilla borde la lagune à l'ouest. Et à l'est, c'est l'Algérie. Une mine pour les trafics en tout genre. La lagune n'a jamais bénéficié d'un dirham d'investissement. Pire, elle a plutôt servi de dépotoir et son panorama n'est qu'une vague promotion pour un hôtel jamais construit. Il y a un problème avec les coquillages à Melilla. Tu peux m'envoyer des éléments supplémentaires, les résumés de presse du ministère de la Santé? Pour vérifier ce genre d'infos sur Marchika, il faut vraiment chercher partout. Alors là, je ne sais pas ce que je vais trouver. 17 cas d'hépatite A ont été recensés à Melilla, une intoxication due aux coquillages pêchés dans la lagune. Rien d'étonnant pour Mohamed. Des égouts se déversent directement dans la petite mer. À ce jour, les analyses faites sur l'eau n'ont jamais été rendues publiques. La seule entreprise aquacole de la lagune a fermé ses portes depuis 3 ans.
L'Institut de recherche halieutique qui prélève régulièrement l'eau de Martika ne communique pas. Mais Mohamed a ses entrées. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que les bivalves de Marchika devraient être interdites à la consommation. Elles sont toxiques et elles peuvent même tuer. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais les résultats d'analyse ne seront pas rendus publics, même si, officieusement, le laboratoire confirme la toxicité de ces coquillages. L'information ne vient pas jusqu'ici. Dès l'aube, les forçats de Marchika sortent de l'eau un filet qu'ils ont jeté à des centaines de brasses. Quatre paires de bras pour une toute petite pêche et plusieurs familles à nourrir dans un village, derrière la brume. Quand on veut vendre le poisson, il y en a qui nous disent que c'est pas la peine de l'amener, parce que l'oued est empoisonné. Cet endroit est connu dans le monde entier. La saleté, elle, vient de tous ceux qui vivent là depuis le début. Si les gens faisaient attention, la lagune serait magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Des plaies sur le rivage, Najib Bachiri en remarque de plus en plus. Selon lui, un phénomène nouveau qui n'a rien à voir avec la fatalité. Là, avant, il y avait la pensée de groupe. Et la pensée de groupe engendrait d'autres actions qui mènent vers une protection durable. Alors déjà, cette notion de l'écologie, de la préservation et la protection de ce qui est écologique et environnemental existait avant. Mais notre problème, notre forme de vie, notre mode de vie commence à changer parce que nous avons hérité ce qui est vraiment totalement individuel. L'individualisme maintenant s'installe au Maroc et c'est l'ennemi numéro 1 de l'écologie. Dans le local de l'association, Najib et son camarade de lutte, Mohamed Benatta, contactent de nouveaux relais pour porter leur message. Et pas des moindres. Oui, il y a quelqu'un de... C'est le conseil des oulamas, si on veut dire. Ils veulent faire une journée à l'environnement donc pour sensibiliser les imams sur l'importance de l'environnement. Et puisque nous ne pouvons pas vraiment contacter tout le monde, parfois on essaye d'utiliser la mosquée à travers les gens qui prêchent durant les vendredis pour vraiment passer notre message environnemental. Quelque chose est en train de changer sur la lagune. Un signe, un premier message venu de la capitale. L'entreprise de nettoyage a démarré. Deux bateaux ramasseurs d'ordures ont été acheminés devant Nador pour tenter d'assainir les eaux saumâtres. La collecte se fait à la surface, sous un amas d'algues proliférantes. On ramasse de vieux trucs, du plastique, du verre, des herbes. On trouve même des pantalons. En gros, toutes les saletés qu'on jette à la mer. Les bateaux avancent lentement, très lentement, comme le changement des mentalités. Pour l'employé qui débouche le filtre du propulseur, les mauvaises habitudes ont la vie dure.
Rapidement pourtant, les bateaux ont recueilli près de 300 tonnes d'ordures. Une petite mer de déchets. Les plages de la lagune sont retournées, griffées et lissées. Des milliards de dirhams sont consacrés à ces travaux qui s'annoncent gigantesques. Le promoteur, c'est l'État, ou plutôt le palais du roi représenté par Saïd Zarou. Et les gens commencent à devenir plus sensibles. Ils voyaient cette lagune très polluée et juste après, ils voient des équipes qui sont venues, qui commencent à nettoyer, des bateaux pélicans qui nettoient les plans d'eau, etc. Pour le président du projet Marchik Ahmed, ce sera un chantier unique au Maroc pour remettre la région à l'heure du pays, et bien au-delà. Le projet doit être validé par le roi avant d'être présenté officiellement à la presse. Marchika, notre lagune, notre petite mer, est une lagune qui a été très polluée durant de longues années et aujourd'hui, nous voulons la transformer. C'est une initiative royale, donc on veut la transformer en une perle de la Méditerranée. Une zone extraordinaire, une zone qui rayonne sur la Méditerranée, malgré son passé. Les concepteurs de Marchik Ahmed prévoient la construction d'une station d'épuration ultramoderne, le nettoyage total des berges et le renouvellement de l'eau de la lagune grâce à l'ouverture de passes avec la Méditerranée. On ne veut pas reconstruire la Costa del Sol ici. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à des cités d'abord séparées, à cette cité sur la lagune. Vous savez, sur 64 km de périmètre de la lagune, on peut construire des centaines de projets. Là, on a voulu construire 7 projets aménagés, pensés, réfléchis, respectant le développement durable. Énergie renouvelable, éco-construction, recyclage des déchets et des eaux usées et interdiction des voitures sur le ruban de sable. Le projet Marchik Ahmed est très ambitieux, mais c'est encore un mirage sur les rives de la lagune. Pour l'instant, personne n'a encore vu les plans, alors autour de la petite mer, comme ces lycéens de Nador, chacun imagine ce qu'il peut, le meilleur ou même le pire. Le projet fait parler de lui et inquiète Najib Bachiri et les autres militants associatifs. Tous les pionniers de l'écologie marocaine sont là pour dénoncer une politique de développement touristique qui veut étaler ses stations balnéaires sur tout le littoral. Dans le Maroc d'aujourd'hui, des citoyens n'hésitent plus à critiquer un projet voulu par le roi et prennent publiquement la parole pour demander des garanties. Mohamed vient couvrir l'événement, le ton promet d'être rude. Dans cette revue, le ministre du Tourisme, il reconnaît que le plan Azur est une faillite pour le Maroc. Voilà. C'est une faillite. Donc s'il continue, eh bien ça va être la même chose pour la lagune. Ils veulent détruire la lagune avec le béton et le bitume. Ce n'est pas ce genre de développement qu'on veut pour le littoral. On veut un développement raisonnable, harmonieux, qui profite à l'intérêt général, à la masse, aux citoyens marocains, et garder notre nature, garder notre patrimoine naturel pour les générations à venir. Le gouvernement marocain a classé la lagune de Nador comme site Ramsar. Il a des engagements. Parmi les engagements, c'est la protection totale de tout ce qui est écologique. La biodiversité, les cordons dunaires, la faune, la flore. Alors là, nous, on ne sait pas exactement quelle est l'approche de votre société, comment vous allez vraiment arriver à protéger toute cette richesse écologique sans vraiment porter atteinte à l'environnement. Une première. Des responsables d'un grand projet national entament un dialogue avec des militants écologistes. Ali Ouazani vient de Rabat pour les rencontrer. On le prend comme projet locomotive pour tirer toute une région et passer d'une économie informelle à une économie formelle, où tout le monde sera gagnant. Maintenant, effectivement,
on a un passif. On a des décennies où la région était marginalisée, où la région était polluée, où la Marchica était polluée. Donc tout ça, on est en train de le rétablir. Donc ça, c'est un impératif et c'est notre objectif premier. On n'a rien commencé à... On s'écoute et on se parle. Mais tout le monde sait que les bonnes intentions et l'argent ne suffiront pas pour sauver Marchica. Aujourd'hui, un des points chauds les plus alarmants de la Méditerranée. Il manque l'essentiel, une prise de conscience de tous les riverains. Certainement le plus gros chantier de la lagune. Mohamed y travaille au quotidien. Ces jours de parution d'El Rifi. Petite vérification avec les premiers exemplaires sortis des presses. En page 2, l'enquête sur le poison des coquillages. Dès ce soir, le journal sera dans les kiosques. Et demain matin, vous verrez, les gens vont commencer à en parler. Rendez-vous en 2012. Le projet Marchica Med aura peut-être sauvé la lagune. Najib Bachiri aimerait y croire. Quelque chose a déjà changé. Sa région n'est plus coupée du royaume. Chaque jour, avant que le soleil ne se lève sur l'île de Rottnest, Saliane et Mike pratiquent leur rituel. J'aime commencer chaque journée par du surf. C'est la meilleure façon de démarrer la journée. Je me sens rechargée. Après, quoi qu'il arrive dans la journée, j'ai eu mon surf et ma dose de sel marin. J'aime bien aussi surfer seul. Tu n'as pas peur si tu perçois le signal que t'envoie l'océan. S'il y a des requins ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu le sens. S'il y a beaucoup de poissons qui sautent hors de l'eau, c'est pas bon et je n'y vais pas. Ça y est, tu es habillé en ranger? Oui, j'ai mis mon uniforme. Mon déjeuner est prêt. Et hop sur mon vélo, ou dans la voiture des rangers si je l'ai, jusqu'au bureau. Allez Mike, c'est l'heure d'y aller. Isolée, ouverte aux quatre vents, aucun des 5 rangers de Rottnest ne voulait de l'ancienne maison du gardien de phare. Saliane et Mike, eux, n'ont pas hésité. De là, ils bénéficient du plus beau point de vue de l'île. Qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui, Saliane? Vendredi, c'est notre jour de maintenance. On s'assure que nos bateaux sont tous en état, prêts pour le week-end. Beaucoup de gens viennent le vendredi pour rester le week-end sur l'île ou sur leur bateau. Pour nous, c'est la période la plus chargée de la semaine. On a rarement un week-end de libre. Situé à peine 35 km au large de Perth, Rottnest ne pouvait échapper au statut de destination la plus populaire d'Australie occidentale. On compte 500 000 visiteurs par an, la moitié viennent avec leur propre bateau, soit quelques 100 000 yachts qui ceinturent chaque année cette île minuscule. Pour ces Australiens, Rottnest est un petit paradis naturel. Un écrin de végétation sauvage, aux eaux chaudes et corallines, à portée
d'un coup de pédale. Ici, seuls les rangers sont autorisés à circuler en voiture. Même avec de la hauteur, elle n'est toujours pas bien grande, cette île. À peine 11 km de long sur 4 de large, petite mais riche. Rottnest abrite pas moins de 110 espèces d'oiseaux, 362 poissons, 20 de corail et plus d'une dizaine de lacs salés. Autant de ressources et de raisons pour s'être vue déclarée réserve naturelle dès 1917. L'autre raison, c'est ce petit animal. Le quokka, un marsupial qui a quasiment disparu du reste de l'Australie, tandis qu'il prolifère à Rottnest. Imaginez, 12 000 quokkas pour 45 km². Au fait, l'île lui doit son nom. Lorsque Willem de Vlamingh la découvre en 1686, il prend l'animal pour ce qu'il n'est pas et tourne le dos à ce ratnest, ce nid à rats. 10 heures, première interruption au programme de maintenance de la journée. Salian a été appelé par un touriste pour se rendre au chevet d'un de ses petits quokkas. Celui-là est plutôt en piteux état. Je couvre ses yeux pour qu'il n'ait pas peur. On peut voir qu'il a perdu beaucoup de poils. Il a sans doute mangé de la nourriture abandonnée par les touristes. Mais vu sa démarche, je pense qu'il est aussi blessé. Je vais le mettre dans cette cage. Nous avons une infirmerie un peu plus loin. Je vais le laisser en observation pendant 24 heures. Souvent, ils ont juste besoin d'être désintoxiqués de village, d'être nourris avec des aliments naturels et de l'eau, afin de nettoyer leur organisme. Ce type d'incident est fréquent, et quand ce n'est pas un quokka, c'est un serpent ou un oiseau malencontreusement entré dans une maison qu'il faut reloger. C'est toute la difficulté qu'il y a à concilier parc national et lieu de villégiature privilégié. Mais le choix est clair, il vaut mieux un peu trop de travail pour les rangers que de bannir les touristes. Les premiers touristes, les voici. C'était en 1902. Mais tout le siècle précédent, l'île a abrité de tout autre pensionnaire. Rottnest a d'abord été un bagne pour des milliers d'aborigènes résistant à l'occupant. Et ses yeux vitreux sont le résultat d'années passées à travailler les carrières de calcaire de Rottnest. Car la plupart des bâtiments de l'île, dont la maison du phare qu'occupe Salian, ont été construits par les prisonniers aborigènes. Tout comme leur propre prison, transformée aujourd'hui sans état d'âme en hôtel. Bien loin des plages et des sentiers à vélo, l'île camoufle les carrières qui ont enregistré les souffrances des forçats. Descendante de l'un de ces bagnards, Marilyn Morgan a pour mission de réhabiliter l'île aux yeux des aborigènes. Mon rôle principal à Rottnest est d'exorciser l'île, spirituellement et culturellement. Je travaille avec des aborigènes de toute l'Australie occidentale afin qu'ils reviennent et pratiquent la cérémonie appropriée à l'adresse des ancêtres qui ont été prisonniers ici. Et il y a 400 d'entre eux qui ont été enterrés ici sans que leur esprit ait été libéré. Cela aussi fait partie de mes priorités. Marilyn croit que Rottnest a non seulement un passé, mais aussi un avenir aborigène. Alors, elle s'est adressée à un jeune conteur qui officie comme guide touristique sur nombre de hauts lieux de l'histoire de leur communauté.
Greg Nanoup passe de tribu en tribu pour répandre la bonne parole. Les aborigènes se doivent de revenir à Rottnest en simples touristes ou pourquoi pas, pour s'investir dans l'industrie locale. Lorsqu'ils pensent à l'île, ce n'est pas à leurs yeux un endroit agréable à visiter parce qu'ils en connaissent toute l'histoire. Mais nous insistons sur le fait qu'il s'agit du passé et que les aborigènes n'ont pas été les seules populations sacrifiées à travers le monde. Regarder désormais Rottnest de façon plus positive peut représenter pour les aborigènes de nombreux avantages. Salian outrepasse ses fonctions de ranger et renonce à son déjeuner pour enseigner le surf à la vingtaine d'écoliers de l'île. Rottnest, c'est 200 résidents à l'année et leurs enfants. Est-ce qu'il y a des requins? Ils ne viennent pas aussi près, tu crois pas? Je crois qu'ils restent au loin, dans les eaux profondes. Qu'est-ce que tu lui apprends? Ce sont les 4 étapes pour se relever. Comme ça, ils s'en souviennent quand ils sont dans l'eau. Ce n'est pas effrayant de travailler avec des enfants comme ça dans une mer aussi agitée? C'est un peu agité aujourd'hui, mais ils vivent ici. Ils sont habitués à l'océan. Et on essaye de les amener aussi souvent que possible. Ils se débrouillent très bien. Je suis si fière d'eux. There they are. There's 2 of them. Classic. 15 heures. Après les enfants et les vagues, les balbuzards. Des oiseaux fétiches à Rottnest, car très rares partout ailleurs. Aujourd'hui, Salian s'inquiète. Il n'y a que 9 nids sur l'île et 3 ont été récemment abandonnés. Il y avait 2 adultes quand nous sommes arrivés, mais un s'est envolé. C'est un bon signe qu'ils soient là. Nous n'avons pas beaucoup de couples sur l'île, donc c'est important que nous en prenions soin. Parce que Rottnest est isolé du continent. Bien sûr, ils peuvent voler jusque là-bas, mais l'environnement y est encore moins propice. C'est donc essentiel de protéger leur espace ici et de s'assurer que l'activité humaine ne les met pas en danger. 17 heures. Salian retrouve sa maison au pied du phare, où son compagnon Mike a aussi installé son atelier. C'est la meilleure vague de surf de l'île. C'est la barrière de corail qui crée cette vague. Tu penses la même chose, Salian? Oui, c'est l'une de mes préférées aussi. L'une des plus puissantes. Une de ces vagues qui méritent votre respect. Ce que j'aime vraiment avec le surf, c'est non seulement chevaucher la vague, mais être là-bas, au milieu de l'océan. C'est tellement formidable de faire corps avec la mer, les dauphins, les baleines. Parfois, en plongeant, tu peux entendre les baleines chanter. L'eau ici, sur l'île, est tellement cristalline que juste en baissant la tête, tu vois le récif, les poissons. L'eau est tellement belle. J'aime y être. Enfin, la journée s'achève comme elle avait commencé. Mike et Salian profitent de leur point de vue pour un autre rendez-vous, un autre rituel. On défriche comme on peut.
une bonne partie des ruines d'Ougarit sont encore ensevelies. Les fouilles ont déjà permis de trouver ici un trésor. Un outil fabuleux qui a permis de développer le commerce dans l'Antiquité, l'un des tout premiers alphabets au monde. Ougarit était un royaume phénicien, à l'époque, un des plus grands ports de la Méditerranée, abritant des centaines de bateaux. Le port est aujourd'hui une zone militaire interdite d'accès. L'histoire se réécrit peut-être derrière la petite baie. La grande cité de la région aujourd'hui, c'est Latakié. La ville s'étend et se modernise à grande vitesse. Il faut loger plus d'1 200 000 personnes et la population ne cesse de croître. La ville tout entière est adossée au port. Latakié manque de notoriété à l'étranger. Les habitants, eux, voient une énorme machinerie en activité et chaque jour un peu plus. La bonne occasion pour passer derrière les grilles et entrer dans le cœur battant de la ville, c'est cette voiture qui va et vient sans problème. Le conducteur, Hani Al-Badri, est un enfant du port. J'ai travaillé ici surtout dans les années 68 ou 69. J'allais à l'école et je venais travailler l'après-midi. Je vendais des babioles, des souvenirs pour les touristes. Et là, je me suis mis à adorer la mer pour le travail et pour la mer elle-même. Hani est armateur. Comme beaucoup de Syriens, après quelques années de travail dans les pays du Golfe, il est revenu investir ses économies au pays. Au bon moment, la Syrie décidait de développer ses deux grands ports, Tartous et Latakié. Le pays possède une petite façade maritime de 180 km, mais veut s'imposer comme une escale incontournable. Hani Al-Badri possède 4 cargos qui font régulièrement escale à Latakié. Celui-là, je lui ai donné le nom de mon épouse, Mahabé. B comme Badri, notre nom de famille. On l'a acheté en Espagne, il fait environ 2850 tonnes. Il avait besoin d'être retapé. Depuis, on travaille avec. Bien installé, au volant de sa tour de contrôle, Hani dirige ses bateaux qui chargent des cargaisons de coton syrien. Pour le bateau, t'as fait le nécessaire? Dieu soit loué. Il part aujourd'hui ou demain? Latakié et toute la Syrie profitent d'une situation stratégique. La frontière avec l'Irak et la proximité avec l'Iran ont développé le commerce. Dans une région minée comme une poudrière, les échanges n'ont jamais cessé. Le pays a mauvaise réputation. Entre autres, il a été accusé par de nombreux États occidentaux de contourner l'embargo irakien durant les années de guerre. Toutes les décisions qui relèvent des conventions internationales maritimes, ainsi que toutes celles des Nations Unies, nous les respectons et nous les appliquons toutes. Maman Sari, l'amiral des côtes syriennes, préfère parler du présent et de la bonne volonté affichée du gouvernement. Une volonté qui va de pair avec une ouverture économique. Le monopole d'État a été sérieusement écorné depuis quelques années. Dans les bureaux de l'amiral, Hani Al-Badri, comme les autres investisseurs privés, parle franchise de bateaux ou permis de navigation. L'État, autrefois socialiste, garde toujours un œil sur les transactions, mais il encourage aujourd'hui la création de sociétés. Une bourse des valeurs a même été inaugurée en 2009. Le port de Latakié est une bonne affaire depuis quelques mois.
À Latakié, on peut maintenant charger et décharger bien plus vite. Les bateaux restent beaucoup moins longtemps au port et le travail est plus sécurisé. Au début de l'année 2009, la CMA-CGM a pris la concession du terminal des containers et a investi massivement. Dans 2 ans, le volume passera à 1 million d'unités, c'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. La volonté des nouveaux investisseurs est claire, relier Latakié à tous les ports du monde. Dans les cadences nouvelles de la privatisation, la longue file des camions s'arrête pourtant toutes les heures. Les techniciens du port ne sacrifient pas leur tasse de thé pour ce nouvel ordre mondial. Derrière les grilles du port, Latakié n'est pas un site touristique. C'est assez rare en Syrie pour le remarquer, la ville ne possède ni monuments ni vestiges antiques, mais des commerces et des entreprises qui fleurissent. Comme tous les grands ports, c'est certainement la cité la plus cosmopolite du pays. Une ville ouverte où la bureaucratie dessert un peu son étau. Ici, tout le monde fait confiance à la ronde des cargos pour goûter bientôt à la prospérité. D'ailleurs, la fortune commence à se voir. Latakié construit son quartier chic en bord de mer. Ce quartier, c'est un quartier huppé. Et les vues sur la mer sont superbes. Ces 2 constructions, celles que l'on voit là-bas, elles ont été vendues à $1700 le mètre carré. Rapportés à l'échelle de l'économie syrienne, les appartements sont hors de prix. Il faudrait plus d'1 année de salaire moyen pour s'acheter un seul mètre carré sur la corniche. Hani vient de signer pour un appartement de 200 mètres carrés. Il sera prêt dans moins de 15 jours. Là, c'est le salon pour les invités, et là, c'est pour la famille. Par là, la vue est très belle. Voilà, on voit la mer, la corniche, et là-bas, c'est un restaurant très sélect. Hani al-Badri ne se fait pas trop de soucis pour l'avenir. La Syrie est au bout de la Méditerranée, mais l'actualité la replace depuis bien longtemps dans les enjeux économiques d'un vaste marché. La situation géographique de la Syrie, à l'est de la Méditerranée, pourrait devenir une porte de transit pour les produits venant d'Europe. En passant par la terre au lieu de venir par bateau ou par porte-container. Ça fait éviter le canal de Suez, économiser des frais, éviter les pirates en Somalie, et donc gagner du temps. Si on passe par la mer, il faut compter 9 à 10 jours de navigation, du canal de Suez jusqu'à Bassora et le golfe Persique, ou bien Qasr. En train, ça ne prendrait que 2 ou 3 jours. Le grand projet, c'est la construction d'une ligne ferroviaire pour le fret afin de relier l'Irak et son débouché maritime. Ensuite, certainement la Jordanie et plusieurs autres pays du Golfe et du Moyen-Orient. Les premières traverses ont été posées en juin 2009. Dans le soir de Latakié, on en est sûr ici, tout le monde connaîtra bientôt le nom des ports syriens. Ils deviendront peut-être incontournables. Au-dessus des promeneurs, les immeubles chics de la corniche attendent les prochains clients.